Donc, merci d'être là aujourd'hui, lundi, premier événement webinaire de cette rentrée des tribus avec le club marketing et com. Nous sommes ravis de vous accueillir. Nous allons vous parler effectivement d'un sujet qui nous concerne tous au quotidien, le rétro-marketing. Dans un premier temps, voilà. Dans un premier temps, je voudrais juste faire un petit point sur l'activité du club marketing et com que j'ai rejoint en février 2020. Donc, ça fait un petit peu plus d'un an maintenant. Nous avons 7731 membres qui sont inscrits. Alors, pour s'inscrire, c'est très simple. En fait, il suffit d'envoyer un mail au clubmarketing@neomalumni.com et l'inscription se fait automatiquement. C'est une formalité qui est très, très simple. Au sein du club, on traite tous les sujets de marketing et de communication, que ce soit avec des présentations de méthodes, des études de cas, parfois des conseils, des bouquins, pour tout ce qui concerne le marketing et la communication dans le domaine du physique ou du digital. Donc, c'est très, très ouvert. Donc, ça se fait sous forme de webinaire en ce moment. Avec le Covid, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est pratique aussi parce que ça permet de rencontrer des personnes partout en France et à l'étranger. Et puis, ça se fait aussi en présentiel sous forme de table ronde ou d'intervention au sein de l'école qui, je vous le rappelle, vient d'ouvrir ses nouveaux locaux dans le 13e arrondissement. Donc, n'hésitez pas à proposer. On est très ouvert. On n'a pas de sélection particulière. On réfléchit plutôt ensemble à la façon dont le contenu pourrait être présenté pour intéresser un maximum de participants. L'équipe d'animation, donc on est 3 dans le club aujourd'hui, mais je suis celui qui fait le principal en termes d'animation. Donc je suis ravi de vous accueillir. J'ai une carrière de commerçant et de communicant dans le retail, comme on dit aujourd'hui, spécialisé. Et donc je fais profiter de mon expertise et puis de mon réseau surtout pour trouver des personnes qui partagent avec nous tout ce qu'on peut faire en termes de marketing et communication. Cette année, on a lancé au sein de l'association Engage for Positive Impact. Donc, c'est une nouvelle initiative qui s'inscrit dans une dimension RSE, qui est importante pour l'école, pour les alumni, pour la société dans son ensemble. Donc, le principe, en fait, de cette communauté, qu'on veut être une communauté d'engagés, c'est de faire participer chacun à son niveau, dans son univers, pour nous permettre de répondre aux grands enjeux sociétaux de l'environnement et du social. Donc, l'initiative portée par des alumni fait en sorte qu'on puisse recruter un maximum de gens. Donc, ça, c'est la partie fédérée. Donc, il y a un manifeste qui existe. Vous allez sur le site, vous pouvez trouver le manifeste. Vous pouvez voir de quoi il s'agit et finalement, vous pouvez vous inscrire pour vous engager. On veut mobiliser, donc grâce à des rendez-vous d'information, de formation et de partage. Donc là, c'est comment ces thématiques RSE, on peut les faire vivre et aider chacun à les faire vivre de façon plus forte et avec plus de valeur ajoutée. Et puis, on veut aussi valoriser toutes les actions, toutes les initiatives sociétales. Donc, c'est un nouveau mouvement qui est né au mois de mai de cette année. On a près d'une centaine de soutiens aujourd'hui. Donc, l'objectif, c'est d'augmenter ce nombre de soutiens et puis de travailler sur des propositions concrètes qui verront le jour d'ici la fin de l'année et faire en sorte de faire vivre la RSE au sein de Neoma. Voilà. On a une marraine prestigieuse dans la personne de Sandrine Conseiller, qui est la CEO Aigle International, donc qui nous soutient et qui nous apporte aussi sa contribution sur cette problématique-là. Donc, Engage for Positive Impact, c'est nouveau. Renseignez-vous, allez voir et participez avec nous. On a besoin de vous. On va passer maintenant donc au sujet qui nous préoccupe, le rétro-marketing. Donc là, c'est quand la culture du vintage ou du remake s'impose chez les consommateurs. C'est vrai qu'on voit beaucoup de vintage, beaucoup de nostalgie, beaucoup d'actions des marques. On va le faire en se disant que finalement, la nostalgie devient un argument fort pour les marques, parce qu'on va atteindre plus largement des consommateurs et dans ces temps de crise, ça peut être un avantage. Donc, comment on fait ressurgir des bons souvenirs pour déclencher un acte d'achat, comment on utilise du remake, ou on actualise des produits pour faire des succès. Nous aurons une présentation que je ferai pour introduire le sujet
J'avais une journaliste qui était prévue, mais qui s'est décommandée malheureusement au dernier moment, donc je vais prendre sa place. Et puis, on illustrera la thématique avec donc Mathieu et Romain, qui sont les fondateurs de We Are Rewind et qui vont nous parler de leur projet très intéressant autour du Walkman, que tout le monde connaît parfaitement. Donc, dans un premier temps, ce qui est important, c'est vrai que quand on parle de rétro-marketing ou marketing de nostalgie, l'idée, c'est de travailler sur les sentiments, et donc des sentiments de nostalgie chez les consommateurs, parce que les marques, en utilisant cette stratégie, elles veulent susciter des émotions qui leur sont favorables, à leur marque, à leur logo, à leurs produits, et favorables à la mémorisation des messages qu'elles vont véhiculer. Et c'est vrai que les émotions, eh bien, elles font ressurgir des souvenirs, elles font réapparaître… Heureuse de l'entendre. Excusez-moi, c'est mon Siri. Elles font réapparaître des liens, des choses fortes, tout ce qui fait que finalement, pour la marque, on peut aller plus vite, on peut aller plus fort avec ces nouveaux liens qu'on va créer. Donc, le premier point, c'est que souvent, la stratégie du rétro-marketing, elle s'appuie sur des éléments visuels spécifiques. C'est-à-dire qu'on peut reprendre un élément visuel ancien pour apporter une touche de nostalgie à un produit qui peut être moderne, qui est existant, qui a besoin d'être revitalisé. On va utiliser finalement soit le mythe, soit la légende au service de la valeur de la marque. D'un point de vue pratique, eh bien, on a par exemple Dior, Eau Sauvage, qui utilise depuis 2013 Alain Delon comme égérie. Alain Delon, avec une photo qui date de 1966. Auparavant, c'était des stars contemporaines, le dernier, c'était Zinedine Zidane. Donc là, la marque, finalement, elle joue la nostalgie. Elle fait inscrire son produit dans une dimension qui est tout à fait moderne, mais en même temps très forte avec ce personnage connu et qui est mis en situation de différentes façons, y compris dans la tendance du moment avec une barbe de quelques jours. Donc, c'est un avantage que Dior utilise et qui perdure d'ailleurs, puisque 2013, c'est toujours la même égérie, Alain Delon, qui est utilisée. Autre point intéressant, c'est Playmobil, qui cherche à élargir sa clientèle. Playmobil, c'est plutôt pour les enfants, c'est du 3-8 ans. Et donc, elle va chercher des enfants plus grands, donc des ados et surtout des adultes, en utilisant des thèmes mythiques de notre quotidien, avec le Volkswagen, le combi Volkswagen, ou bien des quotidiens qui sont liés à des informations qui sont liées à notre imaginaire avec le cinéma, Star Trek. Et vous pourrez noter que pour la première fois, Playmobil fait évoluer les têtes de ces personnages et donc va mettre des oreilles, puisque le commandant Spock, qui est reproduit dans les personnages qui sont proposés avec la boîte, eh bien, le Playmobil, la tête, elle a des oreilles. Donc, on est sur des produits qui sont à plus forte valeur. Le vaisseau Star Trek que vous avez en photo, il sera vendu 449 €. Donc, c'est quand même le double, plus du double du prix des grosses boîtes Playmobil. Donc, on va chercher des nouveaux clients à plus forte valeur ajoutée. On a aussi Milka en 2019, donc là, qui réutilise ces personnages fétiches qui étaient les marmottes. On a tous en mémoire cette pub Milka où on voit quelqu'un qui est à l'extérieur d'un chalet et qui voit une chaîne de production de chocolat avec des marmottes qui mettent le chocolat dans le papier d'aluminium. Et donc, quand Milka veut lancer la pâte à Milka pour concurrencer directement le Nutella, qui est largement numéro 1 des ventes dans les pâtes à tartiner en France, eh bien, pour finalement trouver une fenêtre d'entrée plus forte auprès du grand public, elle reprend sa pub qu'elle adapte, au contexte de la pâte à Milka. Alors, je n'ai pas pu résister au plaisir de vous montrer cette vidéo. Voilà, donc c'est exactement le même storytelling avec finalement à la fin, c'est le garçon qui devient le personnage dont on se moque avec ces deux marmottes qui disent, mais à la fin, le garçon, il met sa pâte à tartiner. Donc, on reprend tous les mêmes codes qu'on va adapter aux nouveaux produits. Et avec ça, eh bien, on fait tout de suite une entrée fracassante dans l'esprit des gens. Et ça permet d'accompagner de façon plus forte le lancement de cette nouvelle pâte à tartiner. Ouais. Voilà.
pareil, alors dans un autre registre, là c'est Sushi Shop qui a fait une opération avec Tetris. Donc Tetris, le jeu vidéo que tout le monde connaît aujourd'hui. Et donc l'idée de faire des boîtes en forme de Tetris avec des compositions à l'intérieur en forme de Tetris, eh bien c'était de vouloir parler aux différentes générations, les parents, les grands-parents et les grands adultes d'aujourd'hui, pour faire en sorte qu'on puisse montrer que l'image de Sushi Shop, c'est une image qui est très transgénérationnelle. Et donc, finalement, on peut très bien commander chez Sushi Shop en étant, soit un jeune adulte, soit une famille. Donc, on a voulu faire écho, finalement, au concept des restaurants qui sont transgénérationnels. Donc, on voit comment les marques s'approprient des concepts tiers pour renforcer leur image et surtout faire passer des messages quant à ce qu'elles peuvent proposer aux différentes générations. La stratégie marketing, elle peut aussi s'appuyer sur des marques ou des produits en comeback. Donc là, on n'est plus dans le visuel, on passe sur des produits. Rappelez-vous Adidas, qui a remis sur le marché son iconique Stan Smith après des années et des années de veille. Et ça a été un succès immédiat. On en voit encore beaucoup aujourd'hui. Et depuis, la Stan Smith, elle est rentrée dans le livre Guinness des records avec plus de 70 millions de paires vendues depuis sa création. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui a très, très, très bien fonctionné. Et on voit qu'un produit iconique des années 70 eh bien, peut ressortir dans les années 2000 et ça marche. Dans l'univers de l'automobile, on a 3 exemples de marques françaises. Citroën qui a lancé DS Automobile, donc une nouvelle marque positionnée premium qui est inspirée d'un modèle iconique, la DS. Donc c'est vrai que la DS, c'est une voiture que tout le monde adore, qui est devenue iconique. Et de cette voiture, ils en ont fait une marque. Les logos Renault et Peugeot, qui se sont inspirés des blasons des années 60 ou 70. Donc là, on est revenu sur des choses qui sont plates, sans effet, sans couleur, parce que les logos, en fait, ils vivent en mouvement sur les nombreux écrans des voitures et du quotidien. Donc en fait, les marques, elles sortent de leur registre d'application habituel, que sont les véhicules, les frontons des concessions, pour pouvoir aujourd'hui être partout, et notamment dans l'univers digital, que ce soit en termes de communication, mais aussi en termes d'accompagnement dans tous les écrans, notamment ceux qui sont dans les voitures. On a, en plus de ça, des concepts du passé, et Rewind en est un exemple, qui sont revus avec les technologies d'aujourd'hui pour rendre l'expérience du client encore plus passionnante. Par exemple, les voitures, toujours. Donc, la Fiat 500 en 2007, qui devient aujourd'hui 100% électrique. La DS3. Et la DS3, rappelez-vous, quand elle était sortie en 2010, elle avait un slogan qui disait « anti-rétro ». Donc, on fait volontairement de la nostalgie, mais en disant que ce n'est pas de la nostalgie pour bien positionner le produit dans son univers contemporain et faire en sorte d'intéresser les consommateurs. Et c'est vrai que quand la voiture était sortie, on parlait de DS, donc tout le monde s'attendait à une nouvelle DS. Et en réalité, c'est le nom DS qui a servi à lancer le véhicule, qui lui-même a servi à lancer une gamme et qui ensuite est devenu une marque à part entière avec son propre positionnement, ses propres structures de vente au sein du réseau Citroën. Et puis 2020, dans le cadre du programme Renew, donc Renault, qui présente la R5, donc qui était une voiture mythique aussi des années 70-80, et qui devient une R5 100% électronique et qui sera disponible en 2024. Donc là, on voit comment la marque, qui a voulu tourner la page et repartir dans un nouveau cycle, utilise un véhicule iconique pour finalement attirer l'attention, repositionner la marque dans l'esprit des consommateurs et s'inscrire dans une modernité et un avenir plus radieux que l'épisode précédent qui a été assez négatif en termes d'image. En 2016, l'univers des jeux vidéo, donc Nintendo qui ressort la console NES, donc une console qui avait un grand succès dans les années 80, une console intégrée avec 30 jeux vintage. Donc là, on parle aux adultes d'aujourd'hui pour retrouver les jeux de leur enfance. C'est un carton à Noël. Hein, la console est en rupture de stock extrêmement vite. Et ça a annoncé le lancement quelques temps plus tard de la console Switch, qui est devenue aujourd'hui la console phare de Nintendo et l'univers phare pour à la fois les enfants et les familles.
Et puis, le Polaroid, donc tout le monde a à l'esprit du Polaroid. Donc, le Polaroid était revenu dans sa forme originale, il a été un petit peu relooké. Et puis là, ils ont lancé le modèle Z2300 qui permet de fusionner en fait la photographie numérique et instantanée, puisqu'on peut enregistrer des photos et on peut les imprimer instantanément. Donc, on reste dans l'ADN de Playmobil en étant dans un univers et un environnement qui est totalement moderne, donc qui convient pour les générations d'aujourd'hui. Donc, ce petit côté branché qu'on avait à l'époque, on va le retrouver aujourd'hui, mais complètement adapté aux capacités technologiques du moment. Donc, on voit bien que finalement, grâce au rétro-marketing, si on remet sur le marché un produit que les consommateurs connaissent déjà, la marque qui va le faire va bénéficier d'un avantage concurrentiel qui va être fort. On l'a vu, quand on remet quelque chose qui a eu une très forte notoriété dans le passé, eh bien, on a moins d'efforts à déployer pour convaincre. Parce que finalement, c'est vrai que dans le marketing, on veut beaucoup de nouveautés, mais si on a de la nouveauté qui est déjà un peu connue, qui est revisitée et remise au goût du jour, eh bien, ça permet tout de suite de prendre des points de notoriété extrêmement, extrêmement rapides. Et puis, il y a un avantage économique, parce qu'on l'a vu dans les exemples que j'ai montrés. Eh bien, souvent, les produits qu'on relance sont des produits qui sont modernisés et qui sont plus haut de gamme. Donc, du coup, on crée plus de valeur pour la marque et plus de valeur pour les consommateurs. Donc, pour nous, aujourd'hui, ce qu'on voulait vous présenter dans cette introduction, c'est de dire que le rétro-marketing, ça combine le meilleur du passé et le meilleur du présent. Et ça permet de définir une solution séduisante de marketing avec deux sources de valeur importantes. La première, c'est l'authenticité du produit. Tout ce qu'on vous a montré sont des produits qui sont authentiques, qui sont forts, qui ont une vie, une belle vie avant. Idem pour les marques. Et tout ça, ça permet de travailler la nostalgie du client. Donc, quand la nostalgie du client est associée à l'authenticité du produit, eh bien, on a des réussites. Et tous les exemples que je vous ai montrés sont des bonnes réussites. Donc là, c'est ce qui est existé. Maintenant, on va vous présenter ce qui va exister demain. Un projet qui est bien avancé. Donc, c'est Romain et Mathieu de Rewind qui vont vous présenter leur projet de Walkman. Exactement. À vous. Donc, je vais déjà partager. Hop, est-ce que c'est visible là? C'est bon? Pas encore. Alors, Non. je vais arrêter de partager. Ah oui, peut-être. Ouais. Voilà. Ça va peut-être mieux. C'est plus pratique. Là, normalement, c'est bon de mon côté. Non, peut-être. Alors, pour l'instant, Annule et recommence. Attends, je vais refaire. Hop, Ouais. partager écran. Hop. Ok, partager. Voilà, là, c'est bon. Voilà. Bon, lire. Tac. Normalement, c'est bon. Est-ce que c'est OK là? Oui. Ouais. C'est bon, parfait. Donc, déjà bonjour. Donc, c'est We Are Rewind. Donc, c'est à la base, c'est deux amis déjà, qui sont les Oui, c'est deux amis, donc Mathieu et moi-même, Romain et moi-même, pardon. Donc, déjà, Romain, je te laisse te présenter. Ouais, moi je suis donc Romain. Bon, je vais passer un peu rapidement. En gros, j'ai fait de la publicité. J'ai fait suite de pub quand j'étais plus jeune. Je suis concepteur, rédacteur. Et voilà. Et puis je suis passionné et de musique et de marketing. Et le mélange des deux a fait que, à un moment donné, on a eu l'idée de monter un projet tous les deux. Et voilà, c'est un peu la combinaison des deux. Voilà, et moi, rapidement, j'ai fait master marketing communication. Et donc, j'ai été amené à travailler dans les labels de musique, Sony Music, Kitsune, maintenant chez Cantos Music, en tant que label manager. Et donc, voilà, avec Romain, on a un peu combiné notre passion de la musique pour sortir un produit qui nous parlait à nous deux. Hop. Est-ce que ça passe? Ouais. Donc, d'où vient cette idée de lancer un baladeur cassette? Romain, vas-y. Alors ça, c'est un peu dans l'esprit du vinyle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait eu comme projet de monter un projet à deux, puisque tous les deux on était salariés, on s'est dit tiens, si on essayait un peu de se mettre à notre compte, d'avoir notre propre projet, et voyant qu'il y avait cette espèce de vague de nostalgie là qui perdurait depuis un moment, on a commencé à chercher autour de ça, qu'est-ce qu'on aurait pu proposer. On avait des idées de faire des bananes, des choses comme ça. Ça est passé par plein de choses, et à un moment donné, je suis tombé sur un article qui parlait du retour de la cassette, particulièrement en Angleterre.
Et donc, en découvrant de plus en plus d'articles qui en parlaient, de chiffres qui augmentaient, on s'est surtout aperçu d'un truc en particulier, c'était que en fait, les ventes de cassettes augmentaient, mais par contre, qu'il n'y avait plus les Walkman pour les écouter. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on veut vous Et, expliquer un peu. ça, il y avait cette volonté d'entreprendre quelque chose à deux, mais autour du vintage. En fait, on cherchait quelque chose autour du vintage, et en cherchant en cherchant un peu sur Internet, après de nombreux articles nous ont montré qu'il y avait ce retour de la cassette, et donc ça nous a permis de cibler cette idée et de travailler sur le retour du baladeur cassette. Donc un peu de lecture, donc quelques articles qui nous ont permis d'approfondir d'approfondir le projet. Donc, par exemple, c'est surtout particulièrement en 2018, vous allez voir, parce qu'en fait, ça correspond à un moment un peu particulier qui est lié surtout à pop culture. Tu peux avancer, Mathieu. Qui est surtout lié en fait à un événement particulier qui est la sortie des Gardiens de la Galaxie. Alors, il y avait deux choses en même temps. Il y a la sortie du film, et il y a aussi pas mal de séries sur Netflix, des Stranger Things, des 13 Reasons Why, des choses comme ça, où on a cet objet qui est remis un peu en avant. Donc ça va en fait recréer un intérêt à un moment donné pour des gens qui l'ont connu, évidemment, parce qu'ils ont grandi avec, mais aussi pour des gens qui ne l'ont pas connu. On n'a pas que dans notre cible des gens qui ont grandi dans les années 80. On a vraiment aussi des jeunes. Donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ça. On s'est posé la question, est-ce que c'est un phénomène de mode? Donc on a un peu approfondi le sujet. On avait, alors il y avait plein de sujets, voilà. Donc le côté pop culture qui continuait d'avancer. Donc avec les séries, chaque saison, on revoyait de nouveaux films qui en parlaient. On en a encore récemment avec OSS 117 où on a Pierre Ninet qui est un baladeur Sony à nouveau. On est Sony, ouais. Ensuite, tu peux passer. On a aussi découvert que la National Audio Company, qui est une entreprise américaine qui était l'une des dernières en fait à fabriquer des bandes magnétiques et des cassettes, qui a explosé en 2015. Ils ont fait d'excellents chiffres, et surtout on a un Français qui s'appelle Mulan, qui est situé en Bretagne, qui s'est mis aussi à refabriquer de la bande magnétique, et leurs chiffres sont excellents. Ils cartonnent un peu partout, à tel point qu'ils vendent aussi de la bande magnétique et pour des studios américains, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui décident de ne plus enregistrer numériquement, mais sur analogique, sur bande magnétique. Donc voilà, donc on l'a contacté. Et en fait, on s'est associé à eux, puisque voilà, vendaient les cassettes vierges, parce qu'ils ont créé une entité qui s'appelle Recording the Master. Donc voilà, ils ont joué la carte à fond avec un orange bien années 70-80. Ils ont créé cette entité un peu à part entière qui fait partie de leur entreprise. Et ils ont dit, bah voilà, le problème c'est qu'on vend des cassettes vierges, mais on n'a pas les Walkman pour aller avec. Voilà, tu peux avancer. Ouais. Et plus ce qu'on avait pu identifier, ça lag. Ça bug. On va attendre que ça revienne. Voilà. Alors, ça a avancé ou on est bon? Je suis en train de regarder. Ouais, alors... Donc, quels sont les avantages du format cassette par rapport, par exemple, au vinyle ou à d'autres produits de ce type, de vintage? Donc là, déjà, la cassette, c'est un support donc peu onéreux, donc par rapport au vinyle qu'on peut trouver dans le marché à entre 15 et 20 euros. Le prix d'une cassette est très peu cher, donc autour de 8 euros. Ensuite, c'est un format plutôt pratique. Donc, le baladeur cassette reste quand même petit. Enfin, on peut le transporter. On peut, si on veut, c'est pas forcément le principal but de notre baladeur cassette, mais ça reste un objet pratique et léger. Un son analogique. Donc, ce qui est le vrai attrait de ce genre d'objet, c'est qu'en fait, ça va rappeler un certain son qu'on ne retrouve plus de nos jours avec le streaming ou par exemple le vinyle. Le son d'une cassette audio est différent, et c'est vraiment, il y a un côté vintage et côté nostalgique. Ce son-là, on peut le retrouver que dans le côté cassette. C'est un son saccadé qui est très intéressant et qui fait rappel à nos souvenirs pour ceux qui ont connu ce genre d'objet, et c'est un son, même quand moi par exemple je n'ai pas connu le baladeur cassette, mais c'est un son qui est vraiment très intéressant et qui plaît à pas mal de puristes dans la musique.
Voilà, et ensuite, donc, c'est un objet, donc, le baladeur cassette, c'est un objet réel, donc matériel, esthétique, magnétique et symbolique des années 80. Donc, on va vous expliquer ensuite quelle carte on a voulu jouer pour garder ce côté années 80 qui rappelle ce côté vintage et nostalgie des années 80, justement. Alors, il y Voilà. avait un truc en Ouais. particulier, parce que c'était surtout, en fait, là, surtout sur la cassette qu'on en parlait, mais c'est le fait qu'il soit petit, en fait, on l'a de plus en plus, vous verrez, dans les concerts, en fait, il y a de plus en plus dans le merchandising de groupes qui vont proposer la cassette parce que justement, c'est plus pratique de sortir de soirée, aller faire un after, c'est plus simple quand on a une cassette dans la poche que quand on a un vinyle sous le bras. Donc, il y a pas mal de groupes qui se sont mis aussi à proposer des cassettes pour ce côté-là, parce que sur le merchandising, du coup, c'était hyper sympa pour les gens. C'était Pratique, hyper ouais. pratique, voilà. Donc, ça a joué aussi. Alors, on a les avantages, voilà, qui sont le prix, Les le avantages de la format, cassette. le son, Ouais. le fait que c'est un objet, évidemment, parce que voilà, dans le tout numérique, on est content d'avoir des vrais supports, mais c'est le cas aussi du vinyle. Dans les inconvénients, bah, ça, on en a. Tu peux avancer, hein, Mathieu. Ouais, j'avance. Je sais pas pourquoi ça fait. C'est un peu, ouais, c'est un peu Ah ouais. décalé. Voilà. Voilà. Dans les inconvénients, alors, on a évidemment totalement conscience du fait que ça reste pour l'instant un marché de niche. On n'est pas du tout sur les chiffres des vinyles, des ventes de vinyles. Hein. On en est très très loin. Mais bon, il y a quand même un marché qui s'est créé. On a, alors, ce qui est un inconvénient, mais qui est aussi, qui fait aussi le charme de la cassette, c'est qu'on ne peut pas passer d'une chanson à l'autre d'un simple clic. Il va falloir écouter l'album dans son intégralité, dans son suivi, ou en tout cas avancer et puis le rechercher soi-même. Et puis, on a ce qu'on disait aussi comme un avantage, mais qui en fait est également un peu un inconvénient, c'est que le son, en fait, pour les puristes, va plaire. Et pour beaucoup de gens, il va y avoir aussi le problème voilà, d'une image un peu de piètre qualité, d'un son qui va être un peu mauvais. Alors, il y a un peu cet entre-deux. Il y en a qui vont trouver beaucoup de charme, d'autres qui vont dire non, mais le son il est complètement pourri. Donc voilà, il y a ceux qui croient, ceux qui croient pas. Un son différent, en fait. C'est surtout un son différent qu'on ne connaît pas pour la plupart. Et, Alors, je viens de voir qu'il y avait une question sur la durabilité des enregistrements cassettes. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de la durée de la cassette dans le temps, c'est-à-dire la durée de vie d'une bande magnétique, ou est-ce qu'on parle du fait de combien de... Oui, c'est ça. La durée de vie d'une cassette audio. Bah, moi, j'ai des vieilles cassettes de mon grand frère qui fonctionnent toujours très bien. Donc, je sais qu'il y avait eu ce problème avec, par exemple, les bandes de cinéma. On a perdu 80% de la production cinématographique de l'histoire parce que ça s'est détérioré avec le temps. Honnêtement, je n'ai pas les chiffres sur la cassette, mais ça dépend. Franchement, j'ai des cassettes qui fonctionnent très très bien. Elles datent du début des années 80. Dégradation du son, oui. Dégradation, bien sûr, oui, il y en a forcément. Un peu. C'est pareil, c'est un peu comme un vinyle. Si on l'a un peu maltraité, qu'il a pris des coups dessus, forcément, quand le diamant va passer dessus, bah, ça va s'entendre, ça va dérailler. Voilà. Donc ça va forcément jouer. aussi, hein, comme un CD, finalement. Si le CD est rayé, dans tous les cas. Voilà, c'est le même principe. Tout dépend un peu voilà, de la manière dont on a entretenu sa cassette. Mais globalement, moi, celle que j'ai la chance d'avoir eu un frère qui était un peu précautionneux. Le son est tout à fait audible. Et, Il n'y a pas un temps qui dit à ce moment-là, la cassette sera détériorée. C'est pas au bout voilà, de 2 ans, au bout de ça peut durer, ça dépend. voilà, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas de cassette qui soit périmée. Voilà, Ouais, qui s'est pas détérioré en tant que tel avec le temps. C'est éventuellement peut-être avec des réenregistrements par-dessus, des choses comme ça. Ça a pu l'abîmer, mais sinon le son, voilà, a bien tenu. Quelques chiffres. Quelques chiffres, ouais, sur les ventes. Globalement, bah, donc parce que forcément, quand on s'intéresse au Walkman, bah, en fait, on s'intéresse d'abord aux cassettes. Est-ce qu'il va y avoir du coup des consommateurs pour acheter des Walkman? Donc forcément, c'était lié évidemment aux ventes de cassettes. Donc on a vu que c'était exponentiel, que tout va bien de ce point de vue-là. En dernière année 2020, on est à plus 103%. L'année d'avant, on était à plus 152%. Pour l'Angleterre. Les États-Unis, on n'a pas encore les chiffres sur 2020, mais en tout cas, le marché est toujours porteur, il avance bien, et puis surtout, il est
il est vraiment très exponentiel. Il n'y a aucun problème d'une année sur l'autre. Il n'y a pas de baisse, en fait, ça augmente de cassettes, de manière permanente, ça double au minimum chaque année. Donc, c'est plutôt bon signe de ce point de vue-là. Et c'est là qu'on s'est posé la question. Alors, comment écouter ces cassettes, puisque voilà, on peut retrouver des cassettes à la vente, des cassettes anciennes, mais des cassettes neuves, mais surtout comment écouter. Donc, soit on ressort son vieux Walkman qu'on a gardé avec, dans le placard, et puis on se dit, ah, attends, il a plus de piles, hein, ou alors, ah, en fait, il est pourri, il marche plus. Ou bien, alors, il faut revenir juste avant. Ouais, voilà. Ou bien on va avoir, donc là, il y a deux options. Soit on achète des vrais bons Walkman de qualité sur eBay. Ceux qui sont les plus beaux, voilà, forcément, celui du film Les Gardiens de la Galaxie va se vendre à autour de 800 à 1000 euros. Ou bien on a l'autre option qui est le Urban Outfitters, c'est un peu à 2 balles, qui est un produit en plastique qui vient de Chine. Et où voilà, ça fonctionne à pile, le son est catastrophique. Les retours sont voire très 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 mauvais. Voilà. Donc il y avait pas de voilà, il y avait surtout pas d'entre-deux. C'est ça qu'on s'est dit. C'est un peu dommage en fait. Soit on a la chance d'avoir un vieux Walkman en espérant qu'il marche encore, soit on veut quelque chose de vraiment bien. Et à ce moment-là, il va falloir y mettre le prix, soit on va avoir quelque chose d'un peu pourri. Donc on s'est dit bah tiens, il y a peut-être moyen de trouver un entre-deux, et puis surtout de le moderniser. Donc, c'est ça, face au constat du retour de la cassette, donc de l'augmentation des ventes, on constate, nous, qu'il n'y a pas forcément il n'y a pas de nouveaux baladeurs cassettes un peu de qualité qui permettent d'utiliser les cassettes, les vieilles cassettes audio et la vente de cassettes. Donc, nous, voilà notre solution qu'on a pu trouver à ceci. Quand ça veut marcher. Quand ça veut. On est en 2021 quand même. Hein. Voilà, notre réponse. Voilà. Ah. Donc notre réponse, donc c'est un lecteur de cassettes audio modernisé. Donc comme vous allez le voir ensuite, avec un design soigné, avec des matériaux de qualité, un design très épuré, avec des couleurs qui rappellent les années un peu flashy, années 80. Voilà, donc restez sur ce côté nostalgique pour rappeler les années 80 aux futurs acheteurs. Par contre, on garde le côté vintage du baladeur. Par contre, on le remet au goût du jour donc on enlève le système de pile qui pouvait exister dans le passé. On met une batterie en lithium, batterie lithium qui permet donc un système de rechargement simple et rapide, donc comme vous pouvez charger vos téléphones, quoi. Donc on remet au goût du jour de ce côté-là. Ensuite, on va installer un système Bluetooth. Donc ça va vous permettre d'écouter vos cassettes directement chez vous via une enceinte, via un casque audio. Et ensuite, merde, là je ne vois pas. Et un tarif relativement élevé, gage de qualité, mais restant attractif pour notre cible. Donc en fait, on mise sur un produit de design, de qualité, 13 années 80, avec le système audio de nos jours, quoi. Donc remis au goût du jour. Alors, je vais juste préciser sur sur le tarif. En fait, c'est bien que vous en ayez parlé avant, Franck, puisqu'en fait, on s'est un peu basé sur les Polaroid. C'est un peu le même type de cible à laquelle on s'adresse. C'est pas le même c'est un peu dans même style de produit, mais c'était en termes de gamme de prix, on voulait quelque chose qui soit quand même abordable. Alors ça reste cher, mais par rapport à notre cible, on est quand même dans quelque chose d'attractif puisque notre produit se vendra autour de 129 euros. Et actuellement en prévente, il est à 89. Donc, on est encore dans des prix qui restent relativement abordables. À l'époque, les baladeurs se vendaient autour de 1000-1200 francs. Donc on n'est pas beaucoup plus cher. Hein. Cela dit, c'était révolutionnaire pour l'époque. Donc vous pouvez nous dire, ouais, mais vous abusez. Vous avez simplement modernisé le truc. Mais voilà, en tout cas, en termes de modèle, on est un peu dans l'esprit de Polaroid. C'est ça. Et de toute façon, on n'a pas forcément trop le choix actuellement. C'est soit des baladeurs de mauvaise qualité autour de 50 euros, soit les vieux modèles, mais qui sont autour de 800, voire 1000 euros. Enfin, ça dépend, quoi. Donc, on essaie de trouver un milieu de gamme, quoi. Mais avec un système de qualité.
Ça buguait beaucoup. Alors, on a lancé à un moment donné une campagne de crowdfunding parce qu'on avait besoin de lever un peu de sous pour financer une première partie de la production et de la recherche et développement. Donc, on avait fait un petit film qu'on va vous montrer vite fait alors qu'on a joué la carte VHS à fond sur celui-là. On l'aura peut-être pas sur les prochaines prises de parole. Mais voilà, en tout cas, c'était le petit film de présentation, donc ça vous donne un peu un ordre d'idée de ce qu'on a voulu faire à la base. Un peu le côté vintage, tout en présentant le produit et montrer les qualités du nouveau produit, quoi. Donc voilà, ça dure pas très longtemps. Hop. Bon voilà, c'est le petit film qui avait permis de faire la promo pour la campagne. Donc ça nous a permis d'atteindre notre objectif assez rapidement et de pouvoir en tout cas créer enfin le vrai prototype qui était fonctionnel, qui nous a servi par la suite. On peut enchaîner. Donc voilà globalement à quoi ressemble le design du produit maintenant. On a donc 3 couleurs pour l'instant. On a le gris foncé, le bleu et le orange. On leur a donné des noms d'artistes. Alors, je vois qu'il y a une question. Dégradation, un réseau fort, un réseau... Ah bah non, donc c'est bon, on s'en fout. Voilà, donc trois types de baladeurs. Donc, vous voyez donc des couleurs plutôt flashy, surtout le orange, qui rappelle un peu ces couleurs années 80, et 3 noms d'artistes que disait Romain. Donc des différents artistes, mais ça reste quand même des artistes des années, on va dire 70, 80, 90. Donc ça rappelle quand même le côté cassette. Donc Kiss pour Keith Richards, les Rolling Stones, Kurt Cobain pour Kurt Cobain des Nirvana, et c'est le Serge pour Serge Gainsbourg. Donc voilà, donc ça c'est nos 3 produits de base qu'on a voulu lancer, donc avec des noms de musiciens et des couleurs années 80. Donc pour le côté nostalgique du produit. Voilà, donc ça c'est d'autres photos. Ouais, bon, enfin ça vous donne un ordre d'idée. De là, donc on a créé une marque et un logo. Donc on va vous expliquer comment on a pu réfléchir pour réfléchir à tout ça pour rester dans ce côté vintage et nostalgie. Et voilà. Donc, tout le monde l'a compris, évidemment. Rewind signifie rembobiner, donc ce qui était bien pour notre produit. Alors, on n'a pas eu le droit, on devait s'appeler à la base Rewind, mais l'INPI nous l'a interdit. Parce qu'on n'a pas le droit en fait de s'appeler par une fonctionnalité en tant que telle, parce que ça peut créer une confusion dans l'esprit d'un consommateur. Pour ceux qui créeront leur boîte, qui l'ont déjà créé, vous avez déjà eu ce genre de problème peut-être. Vous aurez. Donc on était obligé de s'adapter. Donc on a créé We Are Rewind et alors voilà, on a juste intégré un petit gimmick avec ce i à l'envers, avec un point jaune, qui en fait est un peu le rappel d'un élément particulier de notre design, qui est la fonctionnalité record qui se fait avec un bouton jaune. Et pour ceux qui l'auront remarqué, en tout cas sur la partie design, on a fait quelque chose de très simple. Alors tout est en aluminium. On a évité le plastique pour éviter justement d'être comparé à des lecteurs premier prix. Et on a un design très épuré dans l'esprit un peu des designs du designer de Bront de l'époque qui avait servi ensuite à Apple. On a fait des choses extrêmement simples pour le premier et quand même très reconnaissable. Mais on a quand même d'autres designs dans les tuyaux qui seront beaucoup plus proches de choses qu'on a pu voir dans les années 80. Voilà. Ok. Donc, notre cible, donc à qui on s'adresse avec ce genre de produit.
Donc, on est parti d'une cible assez large, donc on va dire des 16-50 ans, donc hommes et femmes de CSP+, parce que forcément, avec un prix à 129 €, on s'adresse quand même à des gens qui ont un peu d'argent. Et ensuite, on s'est rendu compte, donc notre cœur de cible était donc des hommes entre 30 et 45 ans, donc qui avaient connu les années les années baladeurs cassettes, etc., CSP++, urbain, amateur de musique, d'objet design, et nostalgique des années 80 et nostalgique en général de ce genre de produits comme par exemple la marque Polaroid dont on parlait juste avant. C'est un peu le même genre de cible, je pense. Et donc voilà. 30, Je vais en profiter pour répondre à une question que je viens de voir actuellement, parce que je n'avais pas vu. Où avez-vous localisé la production? J'en voulais vous en parler après, mais on peut vous répondre maintenant. On parle après. On voulait qu'on passe. On fera les questions à la fin, peut-être. Et Ouais. je reprendrai. Ok, d'accord. Okay, donc voilà notre cible. Donc, je pense que c'est clair. Tu as quelque chose à ajouter, Romain? Non, ça va. Okay. Vas-y. L'objectif, pour l'instant, évidemment, on cherche à être distribué en France. Donc, vous l'aurez compris, on est, vu qu'on est un peu Polaroid, on est dans les BHV, les Citadium, les Fnac, les boulangers, les Flux, les Conran Shop, tout ça. On a déjà un contrat avec Boulanger pour être sur leur marketplace, comme on dit. Voilà, et forcément, voilà, des boutiques qui se veulent un peu hype, voilà, et des objets design où on sait que les gens ont un certain pouvoir d'achat, forcément, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de s'acheter un lecteur cassette à 130 €. Mais on est surtout international, puisqu'on a évidemment fait, via notre Kickstarter, eu beaucoup de commandes à l'international. On s'est fait connaître grâce à un article qui était américain. Et donc, on a eu beaucoup de commandes qui se sont faites un peu partout dans le monde. On a eu de la Corée, des États-Unis, de l'Espagne, de l'Allemagne, de la Russie, du Japon, de la Chine. On en a eu un peu partout. Alors, pour l'instant, c'est des magasins qui sont très intéressés à l'idée de nous en prendre en grosse quantité. Mais on n'a pas encore signé de choses très concrètes, puisqu'ils attendent évidemment de recevoir le lecteur officiel pour se décider. Mais le plus gros de notre marché est à l'international. En réalité, la France, on n'est pas encore arrivé dans un espèce d'engouement autour de la cassette comme il peut y avoir en Angleterre. On est un peu en retard, en tout cas à ce niveau-là. Donc on va faire un peu à l'inverse, c'est qu'à l'international, on va venir s'implanter là où la cassette fonctionne déjà. Et en France, on va d'abord proposer le lecteur en disant tiens, ça va peut-être intéresser les gens à l'idée de racheter des cassettes. C'est un peu inversé, c'est la particularité du marché français. Voilà. En résumé, vas-y. Ouais. Donc, ce qu'il faut retenir sur We Are Rewind et le marketing de nostalgie en général, donc c'est qu'il y a un réancrage des gens dans ce qui les rassure et ce qu'ils connaissent déjà. Donc oui, c'est ça, c'est ce dont parlait Franck en début d'intervention. Alors, on a perdu une slide, non? Ouais, hein. Je pense que tu peux remonter. Peut-être avant. Non, il n'y avait pas un truc avant ça? Bon, je sais pas. Il y a peut-être une slide qui a disparu. Non, mais c'est pas grave, parce justement, ce qui était intéressant, je vais la partager peut-être, Mathieu. Ah oui. Parce qu'il y avait puisque le thème est vraiment sur ça. Attends. Je vais la partager via mon écran. Excusez-nous. Hein. Hop. Hop, c'est pas ça. Attendez. Hop. Alors, pourquoi elle a disparu? Voilà, c'était. Je sais pas pourquoi c'est parti. C'était le contexte particulier. Voilà. En fait, c'est ce qui permet de rejoindre ce que disait Franck, absolument. Alors, je reprends. C'est ici. Partager l'écran. Je propose que en fait, Mathieu continue la présentation. Ouais, vas-y, continue. Donc, c'est ça ce que disait Franck. Donc, le réancrage des gens dans ce qui les rassure et ce qu'ils connaissent déjà. Donc, il y a un retour, par exemple, dans tout ce qui est les cartes, même les cartes Pokémon, les cartes Magic. Je sais qu'il y a un côté physique. En fait, les gens ont besoin de détenir, même parce qu'on est tellement dans la mode du streaming, on digitalise tout. En fait, les gens ont besoin de revenir quand même à des produits comme les baladeurs, les Polaroids, des objets qu'ils détiennent, qui sont physiques en fait. Donc ça permet de les rassurer et ça leur rappelle en fait une certaine époque. Peut-être pas forcément c'était mieux avant, mais c'est un côté marketing qui les rassure. C'est un marketing qui les rassure.
En fait, c'est ça. C'est ce qu'on a fait. On a suivi pas mal de choses de tendance et aussi des trucs un peu plus sociologiques. Et en fait, il y a beaucoup d'études qui montraient qu'en période de crise, et justement, typiquement, comme on peut voir que les pandémies, un avenir incertain d'un point de vue environnemental, des choses comme ça, en fait, les gens aiment se replonger dans le passé. Et en fait, ça apporte justement ce réconfort et ça permet en fait de s'évader du quotidien et de repenser à l'avenir d'une manière plus optimiste. Voilà. Donc ce côté un peu rassurant et aussi le pouvoir du tangible, de ce qu'on peut toucher, de ce qu'on peut tenir sur le tout numérique du Spotify Voilà. de la perte de l'objet. Donc la cassette, donc on constate donc c'est un produit qui revient à la mode et qui redevient de tendance un peu. Donc on le voit notamment avec, vous le verrez dans les slides qu'on a mis. Donc il y a de nombreux artistes qui ont sorti même de nos jours, par exemple Lady Gaga, Dua Lipa, sont les top ventes cassettes. Donc ces artistes ont ressorti leurs albums au format cassette, un peu comme ce qui se faisait au niveau des vinyles. Donc les artistes en fait relancent, enfin les labels surtout et les artistes en même temps relancent cet objet cassette, donc qui redevient tendance. Et c'est ce qu'on vous a dit aussi en début, donc les séries et les films qui participent et qui aident à cet engouement. Car il y a toujours, en fait, que ce soit dans les séries dont on a parlé, Stranger Things ou SS-117 ou par exemple, les Gardiens de la Galaxie, il y a un rappel avec l'objet, souvent le tout premier Sony, c'est celui qui nous a d'ailleurs inspiré. Et il y a toujours un petit rappel dans certains films qui parlent soit de la cassette, soit des baladeurs. Donc, c'est un objet qui redevient à la mode. Voilà. Et donc, ça sort en 2022. Voilà, sortie prévue pour 2022 et disponible en précommande sur le site qu'on vous a mis, donc wearerewind.fr. Voilà. Merci Mathieu, merci Romain. Alors, il y a une question qui a été posée par Daniel, ouais, effectivement, sur la localisation de la production. Où est-ce que vous avez prévu de faire fabriquer votre futur Walkman? Romain, t'entends plus, hein? Excusez-moi, pardon. En fait, on voulait faire français. C'était évidemment ce qu'on avait en tête depuis le début. C'était totalement impossible. On n'a pas pu faire autrement. Donc, en fait, on a trouvé à la base un partenaire qui est français, qui s'appelle AV Industries, qui est un fabricant de matériel haut de gamme, de hi-fi, de platine, d'enceintes, de plein de choses comme ça, et qui avait une filiale en Chine. Et c'est eux qui nous ont dit, écoutez, en fait, on ne peut pas le faire en France, faudrait recréer une usine de toutes pièces, on ne va pas pouvoir faire comme ça. Mais donc, ils sont allés en Chine sourcer les dernières usines qui pouvaient encore fabriquer des lecteurs. Et du coup, ça a pris beaucoup de temps parce que les ingénieurs chinois, c'est très compliqué. Il y a eu la pandémie qui est passée par là. Et finalement, on a dû reprendre un peu le projet à zéro il y a quelques mois avec de nouveaux ingénieurs français qui sont du côté de Singapour, qui en fait vont repartir du design existant et qui vont pouvoir optimiser tout un tas de problèmes qu'on a eu en cours de production parce qu'il y a plein de pièces qui sont un peu introuvables. C'est très compliqué, donc il faut trouver des gens qui soient capables d'optimiser des choses, faire des détours pour faire fonctionner certaines parties malgré l'absence de pièces ou des complications. En gros, le design est français, on travaille avec des ingénieurs français, mais dans tous les cas, l'assemblage et la production de masse c'est compliqué. Ça se fait en Chine, on n'a pas le choix, on est complètement contraint. Voilà. En France ou en Europe, voilà. Donc ça, voilà. Vous savez tout. Vous avez parlé d'un prix promotionnel, vous êtes encore en lancement sur une plateforme. Non, on n'est plus en lancement. Alors, on n'est plus sur une plateforme, mais nous sommes toujours en précommande. Parce que tant que nous n'avons pas encore effectué les premiers paiements pour la production qui va arriver prochainement, on a décidé de laisser ouvert les possibilités aux gens de profiter d'un prix de précommande. Voilà. Et comment avez-vous réussi à intéresser des journalistes étrangers? Alors ça, c'est la grande puissance de Kickstarter. Ouais. La campagne d'elle-même, en fait, je pense qu'il y a des journalistes qui s'intéressent beaucoup à ça, qui doivent avoir une espèce de veille qu'ils font sur la plateforme et qui, de temps en temps, trouvent un produit, se disent, tiens, en fait, ça, c'est marrant, ça va intéresser, et qui vont faire un article dessus. Donc, c'est parti d'un article américain, c'est ce que je vous disais la dernière fois, je ne sais plus comment s'appelle le journal, et qui a une très très grosse portée, c'est plusieurs millions d'internautes chaque semaine, et qui a fait un effet boule de neige. On a eu via cet article d'autres articles qui sont arrivés dans plein de pays différents,
du Mexique, de la Corée, de la Russie, un peu partout. Et c'est ce qui a permis, en fait, en dehors de la campagne de crowdfunding, de faire aussi de la vente via le site en direct. Voilà. C'est là qu'on voit qu'il y a un vrai intérêt du vintage, en fait. Donc, sans faire grand-chose, c'est vrai qu'on a quand même eu pas mal d'articles et des gens qui sont intéressés à nous sans vraiment qu'on ait besoin de démarcher comme des fous, quoi. Donc, par exemple, M6 est aussi venu vers nous pour faire un petit truc, pour leur truc pour une rubrique des tendances. Enfin, donc, on a pas mal de visibilité grâce à, je pense, à cet engouement en fait qu'il y a par rapport au vintage et à ce côté marketing de la nostalgie. Donc, voilà. C'est toute la force de la nostalgie, c'est ce qu'on a démontré au cours de cette présentation. C'est qu'effectivement, les journalistes s'intéressent très vite à ce genre de choses parce que c'est très tendance et c'est une tendance qui est mondiale d'ailleurs. Donc ça, c'est assez fort. Et puis ensuite, eh bien, il y a tout le travail qui est à faire auprès des consommateurs avec la proposition du produit qui a été conçu, conditionné et fabriqué pour correspondre aux standards du moment, sur la base d'une idée qui elle-même est très ancienne. Donc, et puis on voit effectivement que ce soit les maisons de disques, les labels ou les studios de cinéma, eh bien on va réutiliser cet objet, la cassette. Et effectivement, vendre des cassettes, c'est bien, mais une cassette sans Walkman, ça ne peut pas marcher. Donc aujourd'hui, faire une proposition de Walkman, c'est intéressant. Ça montre que la nostalgie, ça concerne aussi les startups. Et ça, c'est intéressant parce que tous les exemples qu'on avait montrés précédemment, c'était des grandes entreprises, des grands groupes mondiaux qui relançaient des choses à partir de la nostalgie. Mais ça peut être aussi finalement une porte d'entrée pour une startup, pour rentrer dans un marché, relancer un produit qui est universellement et mondialement connu et reconnu pour les qualités qu'il a. Quand bien même aujourd'hui, avec les téléphones et les plateformes, on peut avoir de la musique en se baladant aussi. Mais là, il y a l'objet culte qui est la cassette. Et donc, apporter une réponse sur une cassette quand on est une start-up, c'est un pari audacieux, courageux, que l'on souhaite voir réussir. Et finalement, la réappropriation des objets cultes, ça concerne tout le monde. Donc, c'est une belle expérience, un beau partage que nous avons eu aujourd'hui. Merci Mathieu. Merci Romain. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aujourd'hui, d'avoir suivi cette première conférence dans le cadre de la rentrée des tribus. Nous vous souhaitons belle. Elle va être très riche. Il y a des beaux événements qui arrivent sur les jours qui viennent jusqu'à vendredi. Donc, encore une fois, merci. Cette présentation est à voir et à revoir sur le site Alumni. Elle est enregistrée. Et si vous avez des besoins de partager ou autre, eh bien, on est à votre disposition par mail. Si vous souhaitez demain entrer en contact avec les deux créateurs, Mathieu et Romain, que nous avons aujourd'hui, eh bien, vous pouvez passer par Naomi Alumni, le club marketing, ou par moi directement, ou par les informations que vous aurez sur le site. Donc, merci à toutes et à tous. Excellent après-midi et à très bientôt pour une nouvelle intervention. Merci, au revoir. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.